Bonjour, c'est Mac Aldebaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec Philippe Méry et nous sommes à Rennes-les-Bains. Voilà, où Bonjour Mike, Bonjour à toi. bonne soirée. Oui, où tu vas faire une conférence d'ailleurs. Ouais, tes ce Bosquets. soir. Ouais, Voilà, exactement. ce soir. Ouais. Voilà. Donc on va reparler un petit peu aussi de ton livre, Et si tout n'était que mensonge, Ouais. la véritable histoire de l'humanité. Je voulais revenir sur les thèmes en fait liés à Rennes-le-Château Ouais. et aussi les premières fois où tu es venu à Ouais. Rennes-le-Château. Ouais. Donc c'était en 57, je crois. 1957, C'est ça, hein. exactement. Ouais. Je vois que tu es bien informé. Oui. 1957. Et alors, quel a été ton étonnement ou ta découverte? Comment c'était ce passage de... Ouais. Alors en 1957, j'avais donc 10 ans. Je suivais docilement mes parents qui faisaient une cure à Rennes-les-Bains. Et un jour, le médecin rhumatologue qui s'occupait de mes parents leur a conseillé d'aller à Rennes-le-Château parce que, leur avait-il expliqué, il y avait un monsieur qui s'appelait Noël Corbu qui venait de racheter plus ou moins, enfin, il n'est pas en viager, le domaine de l'abbé Saunière. Et mes parents ne savaient pas ce qu'était l'abbé Saunière, ni le domaine, son domaine. Mais le médecin avait insisté en disant c'est quelqu'un, Noël Corbu, qui est cultivé, comme vous vous intéressez à tout ce qui est ancien, maya, sumérien et tout, vous devriez aller là-bas. Et en fait, par un beau jour de mois d'août 1957, on est parti à 14h en plein cagnard, à pied, et on est arrivé à Rennes-le-Château 3 ou 4 heures après avoir traversé des ajoncs et des conditions pas possibles. Et j'ai rencontré avec mes parents un monsieur tout à fait marquant pour moi, qui avait 10 ans, grand, bel homme, et qui avait une espèce de collier de fourrure. Le collier de fourrure, en fait, c'était un blaireau qu'il avait trouvé dans des trous, dans des cavités, et il l'avait domestiqué, ce blaireau. Il se promenait en permanence, 24 heures sur 24 quasiment, sauf peut-être quand il dormait, avec ce blaireau autour du cou. Donc imagine que c'est déjà quelque chose qui interpelle. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il a embringué mes parents sur une histoire qui me dépassait un petit peu, concernant les Visigoths. Alors les Visigoths à l'école, quand tu as 10 ans, c'est les Visigoths, les Ostrogoths et ainsi de suite, tu rigoles. Et il expliquait à mes parents que Rennes-les-Bains Rennes-le-Château, là, puisque c'était Rennes-le-Château, était sans doute la dernière capitale des Visigoths. Expliquer qu'en fait les Visigoths reculaient petit à petit, poursuivis par Clovis, et qu'ils avaient eu comme capitale Toulouse. Après ils étaient allés à Carcassonne, et de Carcassonne ils s'étaient encore retirés plus bas, c'est-à-dire à Rennes-le-Château. Et il leur a expliqué qu'en fait, il faisait des fouilles et qu'il avait trouvé un certain nombre d'artefacts qu'il a montré à mes parents, donc c'est pas d'histoire, et ils ont parlé Visigoth tout l'après-midi. La seule chose autre qui m'a marqué, c'est que pendant qu'il parlait de Visigoth, ce qui au bout d'un moment m'avait un peu gonflé, je m'étais allé me balader dans le domaine et il y avait des tôles un peu partout. Et j'ai donc un peu curieusement soulevé les tôles et je me suis aperçu que le jardin du domaine était truffé de trous, trous que sans doute avait fait Noël Corbu à la recherche peut-être de taupes ou de je ne sais quoi, mais son domaine était truffé de trous. Alors évidemment après j'ai compris beaucoup plus tard. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà mon premier pas à Rennes-le-Château. Et surtout qu'à l'époque, il y avait très peu de monde. C'était vraiment très peu. Enfin, Alors il y avait... Alors les locaux, oui. Ouais, Les locaux, mais c'était le pas de contraire touristes, d'aujourd'hui. aucun C'est-à-dire touriste. qu'effectivement, il n'y avait aucun touriste à Rennes-le-Château, C'est ça. alors qu'à Rennes-les-Bains, c'était un village C'est- très, très remuant, très animé. Thermal aussi. Il y avait, oui, thermal. Il y avait plein de touristes qui venaient. Il y avait 4-5 hôtels, il y avait plein de commerçants partout. Rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, la tendance s'est inversée, grâce sans doute aux chercheurs et aux nombreux romans que tu connais, qui sont sortis sur le site de Rennes-le-Château. Eh oui. Voilà. Alors cette visite approfondie du Razès aussi s'est fait grâce aussi aux travaux de Jean-Pierre Garcia qui a aidé aussi tes recherches. Alors, c'était bien avant. Ouais. En fait, Dafos, le premier, non, encore plus avant, le premier bouquin qui m'a vraiment interpellé et que mes parents avaient trouvé tout à fait par hasard et qu'ils ont acheté simplement parce qu'ils ont vu qu'on parlait de Rennes-le-Château, c'était le bouquin de Gérard de Sède, oui, bien sûr. L'or de Rennes. Oui, oui, et en 1967, je découvre ça chez mes parents et je me dis mais c'est pas possible, c'est le bled où j'ai passé des vacances, où j'ai failli crever à cause de la chaleur en allant là-bas. J'ai dévoré le bouquin. Et là, j'ai compris qu'il y avait une histoire de trésor. Moi, le trésor, je m'en foutais un petit peu. Mais De Sède avait intelligemment distillé des indications pour faire comprendre qu'il y avait d'autres choses derrière.
Et donc, je me suis dit, maintenant, je m'intéresse à cette affaire. Et depuis 1967, je viens ici. Au départ, c'était 3-4 fois par an. Et puis maintenant, c'est tous les 2 mois. Voilà. Ouais. Et il y avait aussi avant Trésor du Monde avec Charroux, qui lui, enfin, c'était toute l'époque des années 60. Exactement. Alors là, au moment justement où tu étais, ils étaient en plein dans les explosions. Ah oui, exactement. Ah oui, et puis Charroux avait... Les rapports Cholet, 67. Oui, oui, exactement. Puis Charroux était quand même un écrivain intéressant. Ouais. Il s'intéressait aux extraterrestres, BCJ, aux Mayas et tout. Déjà BCJ. Oui, oui. Ah non, ça, je ne savais pas. Tu crois vraiment? Ah oui, oui. Hein? Il parlait de BCJ. Je ne me souviens pas. Mais enfin, il parlait aussi beaucoup d'Égypte, tous ces sujets qui étaient à la mode et qui intéressaient beaucoup de gens. Et donc, effectivement, et en fait, Gérard de Sède a réédité son exploit, et là, il est passé en maille, parce que 10 ans après, c'est-à-dire, j'en parlais d'ailleurs ce soir, en 1977, il sortait un bouquin sur les apparitions de Fatima, en disant que c'était une farce pas possible, ce qui, moi, m'avait choqué, parce que j'avais quand même une culture judéo-chrétienne, et de dire que Fatima, c'était des extraterrestres qui avaient amené la Vierge, et qu'il y avait eu un phénomène, mais qui n'était pas du tout surnaturel, ça m'avait laissé vraiment très étonné. Mais quand après j'ai suivi l'histoire et que j'ai appris qu'en fait, à Fatima, il y avait 3 secrets qui avaient été révélés aux jeunes gens du village, et qu'en fait, les papes ont tout fait pour verrouiller cette histoire et qu'on ne connaisse pas la vérité, ça m'a beaucoup interpellé. Et oui. Il y a eu plusieurs affaires ici assez troubles. Hein. Il y a eu l'affaire Betex, par exemple, en 88. Ouais. Donc là, c'est quand même assez étrange ce qui s'est passé aussi. Ouais. On voit le lien avec des services secrets, enfin, pas mal de choses à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être développer sur cette affaire ou... Alors, Betex était en fait en contact avec Déodat Rocher, qui a aujourd'hui un musée que je conseille à tout le monde à aller à Arques. Hein. Et Déodat Rocher, c'était ce qu'on appelait le pape des Cathares. C'était un gars qui avait une culture assez importante, qui avait en plus fréquenté Steiner. Donc il connaissait beaucoup de monde. Et en fait, il avait servi de point d'arrimage à Betex, qui lui avait lu des documents et qui est arrivé dans la région, qui est allé voir effectivement Déodat Rocher pour lui dire: vous qui connaissez bien les Cathares, vous connaissez bien la région, est-ce que vous n'auriez pas des éléments? Parce que moi, j'ai l'intuition qu'à Bugarache, il y a des choses intéressantes à faire. Et Déodat Rocher lui a dit: écoutez, je mets à votre disposition tous les documents dont je dispose et j'essaierai de vous aider autant que je peux. Et ce fameux Betex, effectivement, en 87, il le déclare qu'il est sur la piste de l'Arche d'Alliance dans le mont Bugarache. Et en 88, on apprend qu'en fait, alors qu'il dit qu'il touchait au but, il sort, on n'est même pas sûr qu'il soit sorti, on ne sait pas comment il est sorti de ces souterrains, mais il était à moitié mourant. On l'a emmené à l'hôpital de Carcassonne, desséché, effectivement. Et alors, desséché, donc il a été soigné à Carcassonne, on ne l'a pas récupéré, il a été envoyé à Genève parce que les Suisses pensaient que les médecins français n'étaient pas bons, et en fait il est mort là-bas. Mais ce qui est, et en plus c'était pas un rigolo, puisqu'il était responsable de la sécurité à l'aéroport de Genève, donc c'était pas un rigolo. Hein. Et ce qui est très amusant, c'est que moi je rapproche cette mort à celle de 3 Américains qui ont voulu, à Busségui, forcer les barrières énergétiques et qui ont grillé, comme lui, exactement dans les mêmes conditions. Bah, ça rappelle aussi d'autres expéditions qui ont eu lieu à Gisors avec Malraux et autres avec le père Crespi en Équateur. Ça rappelle d'autres expéditions qui ont eu lieu, mais on sait qu'à Rèves-les-Bains, il y a eu d'autres services, un certain F, je ne vais pas citer son nom, qui, en face de la piscine, il y a eu certaines fouilles qui ont été faites et et par une entreprise de la région, exactement. Et alors en plus c'est amusant parce que moi j'étais à l'hôtel qui est en face de ce virage. Dans ce virage, et les gens ne le savent plus, ils l'ont oublié maintenant, il y avait un café et à côté du café il y avait un chemin de croix qui montait en colimaçon jusque sur la colline. Et ce chemin de croix pour agrandir le parking a été rasé, et quand ils ont rasé, ils ont coupé la montagne, et là ils sont tombés sur l'entrée d'un souterrain dans lequel on a trouvé un certain nombre de choses dont on ne sait pas vraiment le détail, mais on sait qu'il y a effectivement une entreprise de campagne qui est sur Aude, qui a déménagé quasiment dans la nuit au profit de Fabius,
ce qu'ils ont trouvé. Et ça a été muré. Et en fait, à cet endroit-là, on retrouve un calvaire que j'ai montré pas plus tard que cet après-midi à quelqu'un, en lui disant que ça faisait partie d'un jeu de 4 calvaires qu'on retrouve à Rennes-les-Bains, sur la route entre autres de Montferrand, dans l'église, ainsi de suite. Et il y a une espèce de quadrature qui rappelle le signe de croix qu'on doit faire et qui est indiqué à Rennes-le-Château pour trouver le trésor ou trouver d'autres choses. Et on retrouve la même chose un peu à Caen-sur-Agly aussi, certaines choses qui ont été faites là-bas. Peut-être tu as recherché aussi un peu à des endroits là-bas. Tu n'en parles pas spécialement dans le livre. Je ne suis pas allé là-bas, mais je suis allé à Caen, Caen-sur-Agly. Oui, il y a une très belle chapelle. Il y a une très belle chapelle. Je pense qu'effectivement, les Templiers sont passés dans le coin, ils ont laissé suffisamment de traces. Je sais qu'aussi pas mal de gens ont fait des fouilles dans cet endroit-là, mais moi je ne suis pas allé plus loin que la fameuse grotte de la cathédrale, qui est d'ailleurs sur cette route, mais pas si loin. Alors, la grotte de la cathédrale, justement, c'était très dur. 6 fois. Ouais, je suis allé 6 fois. Ouais. Je suis tombé toujours sur des originaux qui connaissaient, parce que en général, quand tu poses des questions, les gens connaissent toujours. Et il y en a un qui m'a envoyé à l'ouest. Le lendemain, je tombais sur un autre qui m'envoyait à l'est. Et en fait, des fois, je suis retombé sur le premier. C'était un Allemand qui m'a dit « Ah, vous n'avez rien compris de mes explications. » En fait, il m'a donné des explications totalement différentes. Et au bout d'un moment, il m'a dit « En fait, j'y suis allé il y a 10 ans, je ne me souviens pas très bien. » Mais au bout de 10 ans, j'ai fini par la trouver parce que quelqu'un du coin m'a emmené les yeux fermés. Et j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance de rentrer dans cette grotte qui est fabuleuse. J'ai été, ça fait 20 mètres de haut au moins. Et c'est pour ça qu'elle mérite le nom de cathédrale. On y rentre facilement, il n'y a pas besoin de ramper. L'accès est plutôt facile, beaucoup de gens veulent y aller. Et on en parlait cet après-midi, c'est vrai que les gens ici ne veulent pas trop vulgariser l'endroit, parce qu'on a toujours peur qu'il y ait des illuminés qui aillent faire des conneries et tout. Et c'est un lieu dont quelqu'un a parlé. Cette personne, c'est Claire Herzog, qui était, comment on appelle ça, qui fait de la... Ah, je trouve plus le terme. Enfin, qui est médium, quoi, quelque part, et qui a écrit un bouquin et qui a expliqué que la Sainte Famille avait vécu sur les pentes du Bugarache, au sud. Le sud, c'est Campo, et au-dessus de Campo, il y a la grotte de la cathédrale, dont on pense qu'elle servait de lieu de recueillement et de méditation à Jésus. Elle faisait de l'hypnose régressive, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Oui. J'ai vaincu Alzheimer. Oui. Tu t'es intéressé beaucoup aux travaux de Rachel Fortin, de Polo aussi. J'ai eu des rapports tout à fait amicaux avec Polo, qui m'a beaucoup aidé. Et je dois reconnaître qu'il m'a balancé des nouvelles qui m'ont laissé sur le flanc, sur le coup. Je me suis dit, c'est un illuminé. Et avec du recul, très honnêtement, petit à petit, j'avais d'autres éléments qui confirmaient ce qu'il m'apprenait. Et dans mon bouquin, j'ai essayé d'en faire profiter les lecteurs. Mais il y a des choses qui décoivent vraiment et je ne les ai pas encore vraiment digérées. Mais j'ai la preuve que ce garçon est quelqu'un d'extraordinaire, qui a la capacité de revivre des choses qui sont... Sur Bird, par exemple. Sur Bird, par exemple, c'est assez intéressant. Oui, l'amiral Byrd, effectivement, qui est allé en Antarctique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des endroits, justement, dans la région qui te fascinent encore, enfin, au niveau énigmatique, vraiment, mais plus que d'autres, actuellement? Alors, plus que d'autres, oui, il y en a, bien évidemment. Je dirais, il y en a 2. Il y a l'église de Bugarache. Pour moi, c'est une église fabuleuse, qui a été négligé par les chercheurs, qui n'ont pas cherché à comprendre grand-chose. Pour moi, c'est l'antichambre, je pèse mes mots, c'est l'antichambre d'une porte spatio-temporelle. Elle est orientée d'une façon tout à fait anormale. Une église est toujours orientée est-ouest. Là, elle est inclinée de 20 degrés par rapport à cet axe-là. Elle vise, ni plus ni moins, Sirius l'été. Donc, et puis, quand on étudie les vitraux, on étudie un certain nombre de choses dans cette église, ça saute aux yeux. Cette église nous parle d'Orion. Orion, c'est une constellation, c'est pas une étoile, dans laquelle il y a effectivement l'étoile Orion, et oui, c'est ça, l'étoile Sirius, pardon. Et c'est un endroit extraordinaire. Et quand on commence à gratter, on s'aperçoit, et on revient à Déodat Rocher, qui connaissait aussi Elena Blavatsky, qui elle était très branchée Orion, et Sirius. Et Sirius, bien sûr. C'est elle qui a bailé. Voilà, exactement. Donc tout ça, il y a une espèce de boucle qui se fait. Et ça, c'est un des endroits, moi, que j'adore. J'y étais pas plus tard que cet après-midi. Malheureusement, il y a une compétition de boules qui m'empêchait de rentrer dans l'église. Mais ça, c'est un détail. Et il y a un autre endroit que moi, je prends très au sérieux. Mes lecteurs me doutent un peu.
c'est la grotte du Basel qui se trouve. Le Basel, c'est une montagne qui est mitoyenne du Cardou. Il se trouve que dans le livre de Boudet, qui a écrit un livre complètement énigmatique, basé sur la langue des oiseaux, on ne comprend pas ce bouquin, mais il y a adjoint une carte. Il suffit de suivre la carte et quelques explications, et on arrive au Basel, où là, il y a une mine qui aujourd'hui est comblée, et qui pour moi, mais je dis bien pour moi, en fait, est l'entrée à une crypte dans laquelle on devrait, je dis bien on devrait, retrouver l'Arche d'Alliance. Voilà. D'accord. C'est les deux endroits. L'Arche d'Alliance qui a été recherchée aussi à Caen-sur-Yvelines, qui a été recherchée à d'autres endroits. Qui a été recherché par tout le monde depuis longtemps. Oui, bien sûr. Les Allemands ont cherché, ce qu'on appelle aujourd'hui les forces du mal, les nazis. Exactement, qui voulaient effectivement se trouver des racines. Ils étaient dans le coin. Exactement. Ils sont tous passés ici. François Mitterrand est passé aussi par là. Il y a beaucoup de gens connus qui sont passés par là, qui se sont intéressés à ça. Mitterrand est venu en 81. Ouais, 2 fois il est venu. 2 fois. Il y a des photos, donc là, ce n'est pas des fantasmes. Il y a Le Pen qui est passé aussi à Marseille, à l'église de Marseille. L'église de Marseille est peut-être le 3e lieu pour lequel j'ai une Notre-Dame de Marseille. Notre-Dame de Marseille. Oui, c'est pas la ville. Hein. C'est Notre-Dame de Marseille, effectivement, près de Limoux, et qui nous indique clairement que au début, il était prévu de mettre l'Arche d'Alliance dans la crypte de cette église. D'ailleurs, elle a été montée au niveau de basilique par un pape qui en fait était aussi convaincu, sauf qu'au dernier moment, je pense que les lazaristes qui étaient à la tête du projet se sont rendus compte que s'ils mettaient l'Arche d'Alliance dans cet endroit, ils l'avaient écrit dans le sol, hein. Il y a le Saint des Saints ou quelque chose comme ça dans le chœur, donc c'est une indication très claire, et en fait au dernier moment ils ont décidé de la mettre ailleurs, c'est mon interprétation, elle n'engage que moi, mais et c'est là qu'ils ont décidé de ne pas la mettre dans la crypte de Marseille, mais d'aller la cacher dans la mine du Basel. Voilà. D'accord. Alors il y a aussi la recherche de Jean de Régnier avec Jimmy Dieu aussi. Fabuleux ça. Fabuleux. Donc, là aussi, il y a beaucoup de choses où il y a carrément, d'ailleurs, il a fait venir Jean de Régnier des personnalités, justement, aussi milieu scientifique de la NASA. Alors ça, très peu le savent. Très peu ça. Mais il a fait venir des personnes intéressantes. Alors, il n'a pas été pris au sérieux à l'époque. Je dois reconnaître que moi, je n'ai pas cherché à le rencontrer. J'aurais pu, il est mort en 2001, donc c'est pas très vieux. Par contre, j'ai rencontré il y a 8 mois des journalistes qui avaient interrogé les gens qui avaient collaboré avec lui. Donc je détiens des informations dont je parlerai ce soir dans ma conférence, que ces 2 femmes qui étaient journalistes avaient relaté dans une revue que certains connaissent qui s'appelle Planète. Planète, de l'époque de Berger. Voilà. Berger, exactement. Elles avaient fait quasiment 5 numéros de suite qui parlaient du Garage et de Jean de Régnier. Jean de Régnier était quelqu'un de bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est une histoire, il était en contact médiumnique avec Philippe de Lyon, il faisait partie de la famille du fameux Papus d'Anqueos, et il avait eu des révélations assez extraordinaires, parce qu'un jour, il a eu pendant son sommeil un contact avec Philippe de Lyon, qui lui a dit que sa mission était de trouver un endroit en France, dans le sud de la France, où il y avait regroupé un château, une abbaye et une fontaine salée. Et le premier endroit où il est allé, c'est en Provence, je ne sais plus exactement un temps, et il n'a rien trouvé du tout, et il a laissé tomber. Et il est tombé, comme moi, en 1967, sur le bouquin de Gérard de Seine. Du coup, il s'est souvenu de ce que lui avait dit Philippe de Lyon, il a pris son vélo ou sa voiture, et il est arrivé à Rennes-le-Château. Et là, il a passé quelques temps à l'hôtellerie, qui était détenu qui était à l'époque dans le domaine de Saunière. Et au bout d'un moment, le propriétaire lui a dit, écoutez, je ne peux plus vous garder, allez à Rennes-les-Bains, là il y a des locations, et il va louer une chambre dans un bâtiment dans le centre de Rennes-les-Bains, et il parle au propriétaire de ses recherches. Le gars lui dit, mais aucun problème, la fontaine salée, je sais où elle est chez moi dans un terrain qui m'appartient. Et il dit, demain je vous emmène. Alors à l'époque, il n'y avait pas de route, pas de chemin, et il l'a emmené à cet endroit-là. Et là, il a commencé ses recherches. Et 5 ans après, en 1975, il réussissait à acheter ce terrain. Il est donc devenu le propriétaire. Et aujourd'hui, ce pauvre homme est mort en 2001. Les successeurs et les gens qui avaient travaillé après
ont essayé de pérenniser sa mémoire. Malheureusement, il y a eu plein de problèmes. Et aujourd'hui, l'ONF a réussi à mettre le grappin dessus, ce qu'ils cherchaient depuis longtemps. Ouais. On a complètement bousillé les lieux. On a passé les bulldozers et on nous a fait des fours verriers complètement pipeaux, qui riment à rien du tout. Tout ça pour cacher les entrées et la vérité. Mais bon, c'est comme ça. En plus, c'était le sel, donc lié à l'alchimie. Exactement. Tu parles souvent dans tes précédents livres sur l'eau. Donc l'eau, cette eau de la Salse qui est peut-être sacrée, qui est importante aussi. On la retrouve aussi à Campagne-les-Bains. Oui, alors il faut savoir que le sel était aussi un matériau qui était très utilisé par les extraterrestres, au même titre qu'un autre matériau qu'on retrouve dans le Bugarach, c'est le cinabre. Et le cinabre, lui, c'est une pierre qui est fondue à 583 degrés, qu'on retrouve facilement. Moi, j'en ai chez moi. Fondue à 583 degrés, donne du mercure. Or, il a été démontré par un certain Blomrich, qui avait travaillé avec les Américains, que c'était le carburant qu'utilisaient les extraterrestres du temps des bagarres qui a eu lieu en Inde. Et on retrouve des écrits dans le fameux Mahabharata, qui est l'équivalent de la Bible chez les hindous, et qui parle effectivement d'ovnis, mais qu'ils appellent des vimanas. Exactement. Alors c'est vrai qu'avec Jean d'Origny, il avait fait employer, Monsieur Bockmann, de l'université de Göttingen, de l'Institut de Göttingen, de physique. Et alors, le fameux Bockmann, c'est pas lui en fait. Bockmann est arrivé après, par rapport à ce qu'il avait lu. Il est arrivé en 2008-2009. Sachant qu'il y avait des choses à chercher. Et en fait, il a confirmé les découvertes de Jean Drigny. C'est-à-dire que Jean Drigny, grâce à des gens qui avaient un équipement ultra moderne et qui venaient effectivement, tu as fait allusion, de la NASA et du CNES, avait déterminé que alors il n'y a pas qu'eux qui avaient déterminé ça, mais lui avait déterminé grâce à un laser, je schématise un peu, qu'il y avait des coupoles souterraines immenses qui étaient sous la fontaine, sous la source de la Salse et tout. Et Bockmann est arrivé donc en 2009, donc 8 ans après la mort de Jean Drigny, et a confirmé que les recherches qu'il avait fait au niveau structure étaient bonnes, et il a poursuivi des études chimiques sur ce qu'il trouvait à l'endroit des fours verrier avant qu'il soit restauré, et il a sorti des métaux, enfin des particules de métaux dont il pense que la température avait été élevée à des températures qui n'étaient pas possibles à l'époque, de plus de 2000 degrés, et surtout refroidies par des méthodes régénérateurs accélérés qui permettaient de descendre les températures et donc d'avoir une structure moléculaire bien différente. Et toutes ces études démontraient qu'en fait, il y avait eu des habitants ici qui maîtrisaient des techniques bien différentes. Et Bockmann avait à peine fini ses études sur le site que l'ONF disait non, tout ça c'est des conneries. Ils ont passé un bulldozer. Donc là, on peut toujours aller à la salle, c'est sympa, c'est un pèlerinage, mais il n'y a plus rien à voir. Et puis ils ont restauré les fours verriers en disant que c'était des fours qui avaient servi à faire du verre. En fait, ces fours avaient servi à autre chose, mais bien après les extraterrestres, ils avaient servi à Louis XIV qui avait été au courant qu'il y avait un trésor dans le coin et qu'il a fondu le trésor dans ces fours. Mais à l'origine, ce n'était pas du tout les fours verriers. D'ailleurs, les véritables archéologues ont dit non, mais ça ne tient pas la route cette histoire. Mais aujourd'hui, on peut aller sur le site, mais bon, c'est fini. Alors, il y a d'autres choses, c'est la méridienne aussi qui est intéressant, parce que ça rejoint le sommet du Basel aussi. Alors peut-être tu peux nous parler un peu de aussi cette méridienne qu'on retrouve aussi à Serres. Oui. Alors là, il faut connaître l'histoire. Là encore, il y a Louis XIV qui revient, parce que Louis XIV a décidé de créer une ligne virtuelle qui va du nord de la France, du point le plus au nord, jusqu'au point le plus au sud. Cette ligne virtuelle passe par un point particulier à Paris, ça va me revenir. C'est pas la Tour Eiffel, peu importe, un point spécial, ça me reviendra après, et traverse toute la France. Et ça a servi de référence aux cartes, ça a permis aussi à Louis XIV de s'apercevoir que son royaume était plus petit que prévu, parce que par triangulation, ils ont refait la cartographie de la France. Ce qui est bizarre, c'est que la carte passe par ici. Bon, alors on pourrait se dire que bon, c'est une coïncidence, c'est effectivement peut-être le point le plus au nord et tout, et le point le plus au sud. Enfin, il passe par Bugarach, par Serres, des endroits comme ça. Et alors, ce qui est très amusant, le Cardou et le Basel, il passe juste au Basel à quelques encablures de la fameuse mine dont je parlais il y a 5 minutes.
Et il se trouve que Mitterrand, qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est force de l'esprit et autres, Là-bas, il y a l'architecte. voilà, exactement, il a fait construire plein de choses, et il a lancé le projet de fêter l'anniversaire de du Méridien de Paris. Oui, c'est l'Observatoire, ça m'est revenu. Ouais. L'Observatoire de Paris, donc le Méridien de Paris passe par l'Observatoire de Paris, qui est un point particulier parce qu'il a été trouvé une Vierge Noire. Enfin, il y a toute une histoire plus ou moins vraie, c'est encore à vérifier, mais enfin, c'était un point particulier. Et donc, Mitterrand lance le projet de fêter l'anniversaire du Méridien de Paris en faisant une ligne virtuelle qui s'appelle la Méridienne Verte. Et il sort ce projet quand il était encore vivant, qui consistait à dire on va le long du Méridien de Paris planter des arbres, on va faire un grand pique-nique à travers la France le 14 juillet 2000, année particulièrement attendue. Et puis il dit, pour qu'on repère cette méridienne, on va faire par les artisans locaux, enfin les entreprises locales, des colonnes qu'on va mettre tous les 3 ou 4 kilomètres, avec dessus un médaillon en cuivre sur lequel on tracera le nord et le sud, et on mettra méridienne verte. Jusque-là, pourquoi pas, c'est logique. Il y a eu la fête, la plupart des gens, les nouvelles générations ne savent même pas qu'on a fait ça. Mais alors quand on regarde, et c'est là où Garcia est très fort, et il a beaucoup travaillé, et je lui rends hommage, parce qu'en plus c'est un garçon charmant, cultivé et tout, et il a fait un travail extraordinaire, il n'y a qu'à aller sur son site d'ailleurs, il a écrit des bouquins extraordinaires. Il ne tire pas beaucoup de conclusions, mais tout ce qu'il a cherché est parfaitement documenté. Et lui, il fait simplement remarquer que la Méridienne Verte, à un endroit tout à fait particulier, entre Serres et Bugarache, s'éloigne de plus de 900 mètres du Méridien de Paris. Et alors, c'est peut-être anecdotique, il s'est peut-être trompé, mais alors qu'il avait été décidé de mettre des colonnes tous les 4 ou 5 kilomètres, il y a un endroit qui est Serres, qui se trouve donc au nord de Rennes-les-Bains, et à Bugarache qui se trouve au sud. Et bien là, il y a 2 endroits où en fait il y a des doubles bornes. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Et ça, c'est le travail de Garcia qui a démontré ça. Et en plus, à Serres, donc, les gens savent qu'il y avait une colonne qui est près d'un pont qu'on appelle un pont romain. Mais ce que les gens n'avaient pas vu, c'est qu'à côté de l'église, il y a un rond-point avec un arbre. Et là encore, il y a une deuxième truc, donc à 100 mètres, même pas 100 mètres, 50 mètres de l'autre, ce qui est tout à fait anormal. Ils n'avaient pas trop de médaillons. Et alors, si on a la chance d'avoir l'église de Serres ouverte, la double croix. Il y a une double croix. C'est quand même bizarre. Avec, alors, j'ai vu, il y a une croix pâtée qui se trouve au château et derrière l'église. Ah oui, oui. Alors là, la croix pâtée, oui, devant une porte qui est fermée. Et au château aussi. Dans le château, je n'y suis jamais allé, mais les doubles croix qui sont dans l'église, dans le chœur, au-dessus du chœur, il y en a une qui est un tutulum, c'est-à-dire la plaque INRI, c'est-à-dire Jésus, Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs, un petit moqueur et tout, celle dont la Bible, le Nouveau Testament plus exactement nous parle. Et puis il y a une autre croix, alors qu'il n'y a rien du tout, qui laisse évidemment supposer et accréditer l'idée qu'il y a peut-être eu 2 Jésus, un vrai, un faux, et ainsi de suite. de Robert Ambelin. Voilà. Et c'est aussi l'idée qu'on retrouve dans l'église de Rennes-le-Château, puisqu'on voit Joseph avec un enfant, Marie avec un enfant, ça fait 2 enfants dont on n'a jamais entendu parler, et c'est aussi ce que corrobore, en allant beaucoup plus loin, le fameux Polo qui travaille avec Rachel, qui est là, a des théories qui vont beaucoup plus loin. Bien sûr. Alors il y a d'autres choses, c'est aussi, on parlait de Sirius et Orion, c'est aussi au Médard des Pontiles, parce qu'il y aura un lien peut-être avec le 17 janvier, avec une connexion avec Orion et Sirius. Ouais, alors ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au Pontil, il y avait 2 choses à voir. Il y avait effectivement un menhir, le menhir qui est incliné, et je pense que ce n'est pas à cause du vent qu'il s'est incliné, qui indique visiblement l'entrée de Rennes-les-Bains. Il n'y a qu'à prendre une carte et une boussole, et on verra ça. Et à l'entrée de Rennes-les-Bains, on en a parlé, il y a eu la découverte d'un trésor et d'un souterrain. Et puis il y avait au bas, le long de la route, un monument qui avait été érigé en 1930, très certainement à la demande de Jean Jourde, qui était le supérieur des Lazaristes, et qui a été d'abord à l'église de Marseille, et après qui a été à Montaulieu, près de Carcassonne, et qui a demandé à ce qu'il y ait un tombeau qui soit là. Ce tombeau a interpellé beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que si on connaît les peintures de Nicolas Poussin, il y a un tableau fameux qui s'appelle Les bergers d'Arcadie, où on voit 3 bergers
plus une femme qui est peut-être Marie-Madeleine, et il est en train de montrer des choses sur ce tombeau. Et ce tombeau, le tombeau qu'il y avait au Pontil était exactement dans la même orientation, le même tombeau et tout. Malheureusement, le propriétaire de ce tombeau, qui devait être un peu acariate, en avait marre que les gens sautent par-dessus la barrière, ce qui ne le gênait absolument pas. Et au bout d'un moment, idiotement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier, ou plus grossier, il a décidé de faire sauter tout ça. Et aujourd'hui, il y a des photos des Pontils, mais c'est tout. Il y a plus ce tombeau qui était fondamental. Et ce tableau aurait été fait à la demande de Nicolas Pavillon, qui était évêque à Alette, et qui aurait demandé pour qu'on n'oublie pas la situation d'un certain trésor qui se trouverait peut-être toujours sur le méridien de Paris. Et donc, il avait fait faire ce tableau pour qu'après que la mort de Fouquet ou d'autres choses, on retrouve ce trésor. Et Jourde, alors, tu penses peut-être qu'il se serait emparé de la Ménorah en 1921? C'est une des hypothèses? Oui, c'est une de mes hypothèses, et je me base là-dessus sur plusieurs choses. Les travaux de Danfoss, Danfoss, c'est les robinets thermostatiques. Non, Danfoss qui a beaucoup travaillé. Alors, il a été beaucoup moqué. Il n'a pas un caractère facile. Moi, j'ai jamais rencontré. Moi, je trouve qu'il a quand même bien bossé. Et il avait des entrées chez les religieux. Donc, je sais, et il le dit, qu'il a vérifié, qu'il est allé voir l'île Lazaris, ce que j'ai fait moi aussi. Donc, j'ai aussi des informations qui ont tendance un peu à corroborer ce qu'il a dit. Et lui explique en fait que il y a un écrivain qui s'appelait Maurice Leblanc, qui avait un héros qui s'appelle Lupin, et Jean Jourde aurait réussi, suite à un marché, à l'achat d'une abbaye qui se trouve en Normandie, de dire, voilà, on partage. Moi, je vous trouve l'abbaye que vous voulez, ou je vous trouve la porte où il faut sonner pour avoir l'abbaye de Jumiègue, ou je ne sais plus laquelle, en Normandie, une des belles abbayes cisterciennes. Et en échange de quoi, vous écrivez des romans, parce qu'à l'époque, Maurice Leblanc n'avait pas écrit de grand-chose, et il lui dit, dans ces romans, vous écrivez ce que vous voulez, mais je vous donne quand même une trame avec des éléments que vous devez remettre. Et dans ces bouquins, il y a des allusions au trésor du roi de France, il y a des allusions à la Ménorah, il y a des allusions à des diamants. Et quand on regarde bien... L'île aux 30 cercueils qui rappelle les 30 coffres de Gisors. Exactement. Donc, il y a plein d'informations qu'on a pris en rigolant, une fois de plus, sauf qu'elles sont au deuxième degré, elles ne sont pas faciles à déchiffrer. Mais quand en plus on est un peu plus curieux et qu'après on suit bien l'histoire de Rennes des Châteaux et des découvertes qu'il y a eu dans le coin, et qu'on regarde les dates d'édition des bouquins, on s'aperçoit qu'il y a des coïncidences étranges, quand même, très étranges. Et bien même, on repart dans d'autres endroits, on repart à Chatou, et à certains endroits, le triangle. Voilà, d'ailleurs à Chatou, il y a certaines choses au niveau de Steiner. Le Vésinet, et toute cette région-là fait un triangle qui rappelle justement aussi ici, par certains côtés. Exactement. Et je connais très bien, parce que j'habite à Saint-Germain-en-Laye, je en parlerai ce soir, et c'est un coin, les Ibis et tout, il faut connaître très bien. Et c'est des coïncidences extraordinaires. Et alors aussi, tu parles du lien entre justement Bugarache et Bucégy. Alors je faisais un petit parallèle, c'est que je me rappelle maintenant, une découverture de Charroux, en fait, on voit effectivement le mont Bucégy. Ah ouais? Oui, dans un des anciens de l'époque. Ah ouais. Mais dans ce livre-là, il ne parle pas spécialement de Bucégy, mais il y a la photo. Ah ça, c'est ça qui est étrange. Ah ouais, étrange. Voilà. Alors quelle information il a eu? Parce qu'il y a toujours des informations qui circulent sous le couvert et on ne sait pas. Et en fait, effectivement, au mois de mai, j'ai fait une conférence avec les studios Debowska et ils m'ont dit, voilà, au mois d'août, on veut faire un week-end. Est-ce que tu as une idée de conférence? J'ai écouté parler de Marie-Madeleine, j'en ai assez parlé. La Sainte Famille, j'ai dit ce que je savais, donc je ne vais pas radoter. Le Trésor, moi, j'estime avoir fait le tour. Elle m'a dit, mais donc, tu n'as pas de sujet? J'ai dit, on peut tenter quelque chose, c'est d'essayer de faire un rapport entre Bugarache et Bucégy. Et là, je me suis embarqué dans une histoire dont je n'imaginais pas la difficulté, parce qu'en fait, sur Bugarache, on ne sait pas grand-chose. Quasiment ce qu'on sait, tu viens de l'évoquer là. Alors, bon, j'ai d'autres choses à raconter, mais c'était quand même compliqué. Et Bucégy, il y a 4 ou 5 bouquins, mais il n'y a pas de photos, il y a quelques dessins. Et ouais, on sait qu'il y a un journaliste, un écrivain qui a écrit des bouquins qui ont été traduits et qui sont arrivés en France, mais on a des choses intéressantes, mais pas suffisamment pour faire une comparaison. Alors on parle de souterrain, on parle de souterrain partout, mais il se trouve qu'il y a des coïncidences extraordinaires dont je parlerai ce soir,
qui font que il y a peut-être des choses qui se rapprochent là-bas. Eh oui. Alors, juste sur Rennes-le-Château aussi, ton avis justement sur l'affaire Plantard, Chérizet. Alors, Ouais, on pense, le trio. oui, voilà, on pense à une opération surréaliste, pataphysique, ou un langage codé. Quel est ton avis là-dessus? Alors, mon avis, c'est que au départ, quand le bouquin de De Sade est sorti, Mm. on a dit il est génial. Tout le monde a couru, s'est dit il y Mhm. a un trésor, alors là, ça excite les gens, il faut trouver le Ils ont couru, trésor. Ils ont couru comme des fous. oui. En plus, il y a tout. C'était quasiment le club des 5 ou des 7 Ouais. qu'on a lu dans notre enfance. Il y a eu un mort, l'abbé Gélis, il y a des souterrains, il y a un trésor, il y a plusieurs trésors, il y a plusieurs curés, c'était génial. Mhm. Sauf qu'il y a des chercheurs qui ont essayé de comprendre et qui ont trouvé que les documents sur lesquels De Sède se basait étaient faux. Mhm. Ils ont quelques mois après dit De Sède est un voyou, il nous a menti et tout, Mhm. et ils se sont bêtement arrêtés là. Puis alors après, il y a des gens qui sont allés plus loin et qui ont dit mais en fait derrière Gérard De Sède, il y avait deux loustiques. L'un s'appelait Plantard et l'autre de Chérizet, un acteur un peu dépassé et tout. On a dit c'est quoi ce trio infernal? Allez, aux éditions complètement discrédité. En fait, là, je pense que tout le monde s'est planté, sans mauvais jeu de mots, parce qu'en fait, ces gens avaient des connaissances sur différents sujets, l'origine, la généalogie des rois de France, la vie de Jésus, et ils ont essayé de passer des messages dans le bouquin de Gérard de Sède. Gérard de Sède a effleuré ces sujets-là, mais il fallait bien quand même qu'il y ait une trame. Donc, ils ont fait à peu près ce qu'a fait Dan Brown avec Da Vinci Code, avec moins de succès que Dan Brown. Mhm. Et puis quand les gens se sont aperçus que tout ça, ça avait été construit, les gens se sont dit finalement ça ne tient pas la route. Or, pour moi, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ils avaient des informations qu'ils ont essayé de faire passer. Oui, Et ben, si tu prends leurs informations au deuxième degré, ils t'emmènent exactement aux endroits où il faut. Mais effectivement, en 1967, il n'était pas question de parler des extraterrestres, et encore moins, l'Église était encore en bonne santé, de Jésus, de ses enfants avec Marie-Madeleine à Bugarach. Donc, évidemment, ils ont été obligés de prendre un langage codé. Et moi, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait, puisque tout le monde a marché. Et maintenant, si on revoit tout ce qu'ils ont dit, eh bien, on s'aperçoit qu'ils savaient quand même beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'ils avaient appris des choses par les francs-maçons ou par d'autres sectes? Je ne sais pas. Je ne suis pas très branché sur ce genre d'histoire. Mais ils savaient des choses et ils ont essayé de les faire passer au deuxième degré. Il y a Alain Ferral aussi qui a travaillé là-dessus très bien. aussi, Ouais, avec il avait très bien. ces fameuses recherches. C'est l'arpenteur de Rennes-le-Château, Ah, oui, la oui, clé oui. du royaume des morts, Ah, oui. où lui aussi a vu cette idée de dualisme ou d'échiquier, où voilà, il y a beaucoup de choses Ouais. en Non, exergue. et puis il a aussi démontré, si je ne me trompe pas, qu'il y avait en fait une double église de Rennes-le-Château et que en fait le curé, Oui, exactement. Jaude, avait fait une église virtuelle. Et là, il y a eu des analyses qui étaient intéressantes parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des symétriques qui étaient évidents. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ni Math Spé. Et c'était évident. Et puis il a fait une maquette géniale qui se démonte, qui est Oui, maintenant au musée. qui est au musée maintenant. Il n'y a qu'une chose où il s'est planté, où il n'a pas compris. Et moi, j'écris dans mon bouquin, et je suis sûr de moi, c'est qu'en fait, dans le jardin du Calvaire, ce qu'on appelle le jardin du Calvaire, il y a 3 grottes. Il y a une grotte qui est évidente, avec un banc où il y a des lettres inscrites, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une autre grotte qui est en ruine, et puis il y a le porche d'entrée du jardin qui aussi figure une entrée et une grotte. Et ben, si on projette symétriquement ces 3 grottes, on tombe dans le cimetière, dans des tombes. Et ces tombes, en fait, c'est le départ des souterrains dans lesquels Saunière avait commencé à trouver l'entrée jusqu'à ce que le truc s'écroule. Et ces tombes, il y avait un jeu de tombes qui était crypté, dont c'était la fameuse Négridable. Et ça, il a mis du temps à décoder tout ça. Mais c'est les 3 tombes. Alors, quel était le rôle des 3 tombes? À mon avis, elles devaient communiquer, parce qu'en fait, on sait que Saunière a passé des nuits avec sa fameuse bonne Marie Desnarnaud à creuser jusqu'à ce que les gens du village se plaignent, parce que là, il n'hésitait pas à y déplacer les tombes. Il a prétexté qu'il faisait une tombe commune pour mettre tous les os, enfin n'importe quoi. En fait, il a creusé toutes les tombes et il a fini par trouver l'entrée. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par un gars, un fossoyeur qui est venu travailler, qui s'appelait Alquier, si ma mémoire est bonne, qui est venu dans les années 30 travailler dans le cimetière, à l'angle du clocher. Et en creusant, tout d'un coup, le sol s'est effondré et il est tombé dans un souterrain.
Et il est raconté dans le DVD de Philippe Brunel, que tu connais peut-être, Oui, je connais. que ce gars-là, que ce gars-là, en fait, après, a disparu. Et en fait, il a été retrouvé par un marchand itinérant à Perpignan qui faisait les marchés. Et ce gars-là connaissait Alquier, et Alquier qui était un peu un SDF à Perpignan, et il demande à ce gars-là ce qu'il fait, et il discute, et l'autre lui dit je connais bien la région de Rennes-les-Bains et tout. Et le fameux marchand ambulant lui propose de venir un jour où il fait un marché dans le coin, à Rennes-les-Bains ou Rennes-le-Château, je ne sais plus exactement, de venir. Et il lui dit, mais t'habitais où? Oh, il dit, j'habitais, c'est très simple, j'ai eu un bar à Espéraza. Il voit un SDF, il dit, mais c'est pas possible, ça tient pas la route cette histoire. Et donc il fait le marché, et puis il lui dit après, écoute, on peut aller faire un tour à Espéraza. Et puis l'autre dit, ouais, pourquoi pas. Alors il va dans un premier bar, et puis pendant que l'autre discute avec des gens que visiblement il connaissait, il se renseigne. Premier bar, vous connaissez monsieur Sieux? Non. Deuxième bar, non, je ne connais pas. Troisième bar, bien sûr, c'est Alquier, on le connaît, mais il a été propriétaire de ce bar. Mais qui c'était? C'était le propriétaire. Mais comment ça, pourquoi aujourd'hui il est SDF? Parce qu'en fait, il a trouvé le trésor, il a eu de quoi acheter le café. Après, ça a été la grande vie avec les filles. Et puis un jour, il a assassiné sa femme, crime passionnel ou pas, et il s'est pris 20 ans de prison. Et donc, ruiné, viré, il s'est retrouvé SDF. Et donc, ce gars-là a expliqué qu'effectivement, il y avait un souterrain énorme dans lequel il était allé, qu'on pouvait rentrer dans ce souterrain. Alors, moi, je rapporte des paroles que je n'ai pas entendues directement, il faut être clair, qu'il y avait un souterrain énorme où on pouvait rentrer quasiment à cheval, et que là-dedans, il a trouvé des restes du trésor, et qu'il en restait encore. Mais depuis, tout le monde raconte que c'est pas vrai, que ceci, que cela. On essaye de noyer le poisson. Et sur Gisors, tu t'y intéressé aussi par rapport justement à l'histoire des 30 coffres? Gisors, j'y suis allé. Roger Laumois. Exactement. Ouais. Alors, il faut savoir que Roger Laumois était un ami de Gérard de Sède, et qu'il est venu à Rennes-les-Bains. C'est une belle synchronicité. Il est venu à Rennes-les-Bains. Parce que sans Gisors, pas de Rennes-le-Château. Et puis même, on peut revenir même, c'est ça qui est étrange, on peut revenir même à Brocéliande, parce que Geneviève Zepfel, avec le théâtre. Donc finalement, Rennes-le-Château, l'histoire de Plantin de Château, commence en Brocéliande. C'est ça qui est drôle. Et l'abbé Gillard. L'abbé Gillard qui est pas loin aussi, il y a plein de codes. Il y a plein de codes aussi secrets. Et en fait, la découverte du trésor à l'entrée de Rennes-les-Bains, c'est le même scénario qu'effectivement à Gisors. Dans une nuit, on nous raconte qu'en fait, ils ont déménagé Gisors, et qu'en fait, on n'a pas voulu poursuivre les fouilles qu'avait fait Laumois, et qu'on a tourné en ridicule. Moi, je suis allé là-bas quand on pouvait se balader. J'étais adolescent, j'allais en vélo, j'habite à Saint-Germain, donc pas très loin. C'est une belle balade pour moi. J'ai été plusieurs fois à Gisors, le site est merveilleux. On retrouve effectivement des graffitis dans la tour. On voit bien qu'effectivement, il y a un tertre qui est artificiel. Et ça paraît pas complètement fou de penser qu'il y avait une crypte dessous, et qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose. Maintenant, à côté de ça, la seule chose où je suis plus d'accord, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux trésors. Ou alors c'est pas le même. Mais il y a peut-être eu un trésor effectivement qui a été trouvé à Gisors, mais c'est pas celui qui a été trouvé ici après par Vincent de Paul. Pour moi, c'est deux trésors différents. Si toutefois à Gisors il y a eu un trésor. Enfin, je ne sais pas quelle est ton analyse. Je pense qu'il y a eu quelque chose. De même que, pour moi, il y a un triangle secret entre Gisors, Rennes-le-Château et Argigny. Argigny avec Jacques Bayer. Et donc là aussi, il y a des arcanes. Des arcanes particulières. Je pense que l'histoire de France est truffée de choses qui se relient. Par les sites eux-mêmes, mais aussi par les gens qui ont vécu, qui avaient des liens historiques et tout. Et c'est là, pour ça aussi que j'ai donné comme titre à mon livre « Et si tout n'était que mensonge », c'est que la présentation qu'on en fait aujourd'hui, elle est cadrée, on t'explique que Louis XIV est le fils de Louis XIII, ce qui est complètement faux, et tout est à l'avenant. Donc il y a des choses que l'on ne connaît pas, et qui, le jour où on les découvrira, et il y a des traces qu'on peut trouver à Buchéguy entre autres sur l'histoire de France, où peut-être qu'un jour on connaîtra la véritable histoire et les dessous surtout de l'histoire. Alors si tu avais une conclusion personnelle sur l'affaire de Rennes-le-Château, du passé au présent, ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Oui, alors la conclusion qu'on peut tirer de cette histoire de Rennes-le-Château, c'est qu'on a appâté l'intérêt des Français moyens et même des étrangers à Rennes-le-Château,
mais que le but n'était pas de trouver un trésor, il avait été déjà trouvé, il était de faire comprendre aux gens qu'il fallait faire des efforts intellectuels, les gratter un peu pour voir si derrière cette histoire de trésor, il n'y avait pas d'autres choses plus importantes. Ces choses importantes, j'en ai un peu parlé, c'est le passage de Jésus ici, et bizarrement au Bugarach. Pourquoi au Bugarach? Parce que c'est une montagne spéciale qui était effectivement habitée par plusieurs races d'extraterrestres, et tout ça, on ne pouvait pas le dire à l'époque. Donc, pour moi, c'était l'ouverture, on en trouvait une porte sur une dimension qu'on ignorait et qui nous emmenait loin des théories de l'Église, c'est-à-dire que l'homme n'a pas été créé par Dieu qui est descendu du ciel et qui a pris un morceau d'argile et qui a fait l'homme, et comme il s'ennuyait, il lui a créé une femelle. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et que tout ce qu'on retrouve... Alors après, il faut faire la part des choses. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion, quand on gratte un peu, que la Bible, ce n'est pas, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. On ne peut pas dire que c'est un tissu de mensonges, ou après dire que tout est vrai. Alors l'Église nous dit que tout est vrai, d'autres disent que tout est faux. Moi, la vérité, elle est entre deux. Je pense que dans la Bible, il y a des histoires vraies qui ont été transformées un peu, parce que là encore, on ne pouvait pas dire la vérité, que de toute façon, elle nous dépasse déjà. Alors on peut imaginer, il y a 5000 ans, qu'elle dépassait les gens, et qu'il y a des éléments intéressants. Et qu'aujourd'hui, on a la chance peut-être, pour une question d'ouverture d'esprit, mais aussi de coïncidence de l'histoire. Si en 1947 ne s'était pas écrasé un ovni à Roswell, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de faire cette émission, ni de parler. Donc petit à petit, il s'est ajouté des événements qui se complètent tous, mais à un point qu'on n'imagine pas. Alors, moi j'en découvre tous les jours, de dire tiens, tu parlais tout à l'heure Gendrigny, Gendrigny connaissait Roscoll, Rossé, c'est Roscoll qui habitait dans le midi de la France, au-dessus de Nîmes ou de Montpellier. Jean-Pierre Montel, c'était beaucoup entretenu avec elle d'ailleurs dans les années 70. Ah oui. Ça, je sais pas. Il avait des rapports, énormément de rapports d'interviews à l'époque. Alors, mais il s'est retiré un peu de ce dossier-là. Et parce qu'évidemment, ça a été tourné en ridicule. C'est comme Roswell. Donc, les gens, quand on tourne ça en ridicule, ils ont peur. Ils se disent, je vais passer pour un con, pardonnez-moi le terme, mais c'est exactement ça. Et puis, on a pu parler. Roscoll, elle a vécu une vie extraordinaire. Or, elle connaissait Gendrigny. Gendrigny, où elle tracassa. Elle a connu Gendrigny. Et elle a fait en sorte qu'il soit élu dans la fédération des humains défendant la Terre. Donc, c'est une histoire dont je parlerai encore ce soir, qui est très peu connue. Donc, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors les gens parlent de révélation, d'apocalypse, de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a des éléments qui ont été découverts. Il y a un autre truc fantastique dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la découverte et les expériences qu'ont fait les deux moines à Venise sur le chronoviseur. Un appareil extraordinaire qu'ils ont mis au point, où on voyait le passé. Tout à l'heure, tu as parlé de passé et de futur. On voyait le passé. Et alors là, un détail que je veux donner, c'est qu'ils ont mis au point un appareil. Grâce à cet appareil, ils ont vécu en direct la passion de Jésus. Tu te dis, c'est complètement fou, c'est pas possible. Ils sont allés voir le Vatican, Pie XII qui leur a dit, c'est très beau ce que vous avez fait, mais là, on arrête. Tout le monde s'est posé la question. Si on retourne dans le passé, on va découvrir tous les mensonges de l'histoire de France, de l'Église, ainsi de suite. Donc, on ferme tout. Et les gens qui sont allés à Busségui, entre autres les Américains et César, le fameux homme qui avait les pouvoirs qui permettaient de passer les barrières, ils ont déclenché les projections holographiques qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit entre autres l'histoire de Jésus et on voit la passion. Et cette passion, cette vision de la passion à Busségui confirme celle du chronoviseur. Donc tu te dis, c'est complètement dingue. Et ça ne peut pas être une histoire inventée d'une part à une année par les moines Ernetti, puis je ne sais plus qui, et la même Busségui qui date de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a effectivement une capacité, une possibilité de connaître et le passé et le futur. Mais le futur, on a aussi la possibilité de le faire, donc de le changer. C'est sans doute ça la grande différence. Et c'est vrai que sur l'histoire de la chrétienté, de la Bible, par exemple l'énigme sacrée de Lincoln et consorts, il y a eu un battage incroyable en Angleterre. On voyait la publicité sur tous les bus partout. Ça, c'est ce que relate justement Jean-Luc Chomeil aussi, qui est spécialiste de cette affaire. Et on se demande si ce n'a pas été une opération, ça pourrait être une opération aussi du MI6 ou d'officine pour nous emmener vers peut-être des erreurs ou autre chose. C'est une bonne interprétation. Je vais te dire mon histoire personnelle. Moi, en 2018,
je me suis intéressé au crop circle, Mhm. comme beaucoup de gens. Alors, tout, on a raconté plein de conneries sur les crop circle. Et un jour, coïncidence, je reçois une invitation d'un groupe de tourisme qui me propose de visiter l'Angleterre et la Cornouaille britannique. Ouais, Et en même temps d'aller jusqu'à Stonehenge, bien Dartmoor. connu et tout. Et donc, je m'inscris là. Les crop circle, cette année-là, c'était pas terrible. Il y en avait un et encore pas brillant. Mhm. Mais en fait, très intéressant quand même par rapport aux vertus qu'il avait. Mhm. Et puis, le gars nous dit, bah, si ça vous intéresse, on peut aller à Glastonbury. Là, il y a des choses à voir. Il y a une abbaye. Alors, il s'adresse à moi, il me dit, il paraît que vous avez écrit un bouquin sur les abbayes, donc ça vous intéresserait peut-être d'emmener les autres membres. Aucun problème. Et donc, on s'est baladé à Glastonbury. Et là, on a rencontré un circuit tout à fait organisé par les Anglais, disant la Sainte Famille a vécu là. Il faut aller à Chalice Hill. Là, c'était la base de la Sainte Famille. Là, vous allez au Tor, qui est une montagne artificielle qui est creuse, qui est reliée à l'abbaye de Glastonbury. Et là, dans le Tor, il y a deux personnes fondamentales de la vie de la Sainte Famille, puisque c'est là que Sainte Anne est enterrée avec son fils. Qui s'appelait Joseph d'Arimathie. Et en fait, la Sainte Famille a fait des allers-retours en permanence entre l'Angleterre, Stonehenge et puis un autre endroit d'Angleterre, et le Bugarach. Ouais. Et en fait, moi je me suis dit, c'est quand même bizarre là. En Angleterre, ils en parlent vraiment d'une façon très décontractée. Et pour eux, c'était une évidence. Tu parles ici de l'avenue de Jésus, tout le monde rigole. Hein. Sauf que, entre-temps, je suis tombé sur un bouquin qui avait été écrit donc, par la fameuse Claire Hurtsong, qui elle aussi servait de médium. Et elle écrit un bouquin, Les Madeleines, où effectivement, elle confirme tout ça. Et elle raconte exactement les échanges qu'il y a eu entre l'Angleterre. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui convergent et qui valident cette hypothèse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour cet échange très enrichissant. On pourra en parler des heures. Hein. Voilà, on pourra en parler des heures. Et voilà, donc c'était Macazan pour la Gazette de Rennes-le-Château. Ben, avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. À très bientôt.